Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est Late et Smart durant une heure. Nous allons tenter de mieux comprendre, appréhender les enjeux économiques du moment autour de l'actualité du jour ou de ces jours-ci, ces semaines-ci. Les grands thèmes, ils se répètent souvent. Deux grands sujets ce soir, comme tous les soirs. Tout d'abord, nous allons parler épargne et comment orienter l'épargne. Alors épargne, parce qu'on a eu les derniers chiffres de la Banque de France sur la fameuse surépargne, parce que le gouvernement a communiqué sur son nouveau plan épargne retraite. Enfin nouveau, il a 2 ans, mais c'est une des premières fois qu'on a des chiffres significatifs. Manifestement, c'est un succès. Alors ça, c'est pas de l'épargne, c'est une enveloppe. C'est pas le contenu, c'est le contenant. Mais de fait, voilà, ça permet aussi de se poser la question sur que font les Français de leur épargne. Et puis, voilà, comment utiliser cette épargne, comment l'orienter vers l'économie, vers la relance. Et qui dit relance, dit vers l'industrie, la réindustrialisation, qui est évidemment un des thèmes porteurs du moment. Vous voyez, ce thème nous emmènera dans des directions intéressantes et multiples. Et puis, jusqu'après la petite pause, dans une deuxième partie de l'émission, on s'intéressera au revenu minimum pour les jeunes. Alors, vous savez que c'est depuis le début de la crise sanitaire, depuis le début de la crise économique, une thématique récurrente. Faut-il un RSA jeune? C'est notamment côté gauche de l'échiquier politique qui le réclame. L'exécutif freine plutôt, mais serait sur le point, il y avait un certain nombre de révélations dans les Échos aujourd'hui, serait sur le point de faire des annonces très prochainement là-dessus. Va-t-on vers un revenu minimum pour les jeunes? Alors voilà, est-ce que c'est souhaitable? Sous quelle forme? On essaiera d'essayer de répondre aussi dans ces directions avec mes deux invités qui sont Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique, vous êtes par ailleurs consultante. Merci d'être à nos côtés ce soir. Arnaud Groussac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes président fondateur de Patrimoine Store, qui est une plateforme qui s'occupe de placements, notamment et même essentiellement dans l'immobilier. Mais du coup, votre regard sur l'épargne et les placements nous sera particulièrement utile ce soir. Merci à vous d'être à nos côtés également. Tout de suite, avant ces deux thèmes, la petite question apéritif. Il va être question de la santé des PME en 2020. Vous allez voir, c'est assez contre-intuitif. La question apéritif donc, eh bien figurez-vous, c'était à la une des Échos, du quotidien Les Échos ce matin, figurez-vous que malgré la crise du Covid, les PME ont en moyenne fait plus de bénéfices en 2020 qu'en 2019. Ce sont les experts comptables, l'ordre des experts comptables qui nous explique que les PME ont réussi à augmenter en moyenne de 2%, augmenter leurs bénéfices l'année dernière. Les experts comptables, c'est ceux qui passent les comptes au peigne fin, qui les calculent pour la plupart du temps, qui les publient. Voilà, la santé financière des PME finalement a été plutôt bonne en 2020, je le disais il y a quelques secondes, c'est de nature relativement contre-intuitive par rapport au fait qu'on ait vécu en cette année 2020 la plus grave crise économique de l'histoire ou pas loin, enfin, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors effectivement, on comprend qu'il y a eu des compensations pour les entreprises et notamment les PME, avec toutes les aides d'État qui ont pu être proposées. Je vais d'abord demander une réaction à l'entrepreneur. Arnaud, vous vous sentez concerné quand vous voyez qu'en moyenne, alors évidemment les moyennes c'est des moyennes, donc il y a des situations évidemment très contrasté, on dira un mot sur l'endettement après, mais d'imaginer que les PME aient fait des meilleurs résultats en 2020 qu'en 2019, ça vous paraît surprenant quand même? Oui, c'est surprenant. Après, je pense que c'est peut-être un chiffre en trompe-l'œil finalement, parce que on peut peut-être avoir un critère d'analyse un peu différent, parce que c'est le bénéfice qui aurait augmenté de 2%. Il aurait été intéressant de corréler au chiffre d'affaires pour voir, parce que là, les experts comptables commandent finalement les bilans du 1er janvier au 31 décembre, qui ont peut-être eu des reports de commande de la fin de 2019 sur le premier trimestre, et qui a donc considéré que le trou d'activité du premier confinement, parce que c'est de celui-là dont on parle, en termes de commandes, s'est décalé à l'été, qui explique que les entreprises ont certainement eu moins de charges. Et plutôt que d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires, elles ont baissé les charges. Alors les aides d'État ont beaucoup joué. Et surtout, sur ce chiffre-là, on ne voit pas non plus encore, du fait des reports de la dette, les impacts des différents prêts sur les bilans, puisqu'elles vont commencer là, à partir de mars de cette année. Donc je pense que c'est peut-être un chiffre... Alors ce qui est sûr, c'est que l'endettement a augmenté, effectivement. Alors, l'endettement a explosé. Là, pour le coup, pour l'endettement des entreprises, on parle en centaines de milliards, à plus de 200 milliards, mais donc ça c'est peut-être pour voilà, plus tard. Mais malgré tout, quand même, c'est vrai que de se dire que en bas du compte de résultat, là, on a quand même un chiffre en moyenne qui pour 2019, qui pour 2020 est meilleur que 2019. Pour moi, on vit quand même un monde bizarre. C'est une baisse de charge drastique pour plein de raisons. Il y a eu moins de déplacements des cadres, il y a eu moins de
de repas, il y a eu moins d'exploitation des sièges sociaux et tout ça a entraîné quand même une grosse baisse de charges. Même nous, sur notre société, on l'a vu, très clairement, il y a eu vraiment une baisse de charges, pas forcément une augmentation de chiffre d'affaires. En tout cas, chez nous, le chiffre d'affaires s'est déporté. Pour vous prendre l'exemple de ma société, on a relancé vraiment l'activité, nous, à partir de juin. Comme on est plutôt sur des cycles longs en immobilier, on a vu l'impact à partir d'octobre ou novembre. Voilà, donc sur le... Mais votre bénéfice publié 2020, il est meilleur que 2019 Ah non, il va être un peu... Non, le nôtre, il va être du fait de ce déport. Oui, voilà, du fait de ce déport, puisque nous, dans l'immobilier, en tout cas d'investissement, le premier confinement a été un coup d'arrêt total. Et ça a repris à partir du mois de juin. Le temps de relancer les dossiers, relancer les machines, d'avoir les prêts bancaires. On a commencé à repasser chez le notaire à partir d'octobre-novembre. Voilà. Donc pour nous, il y a le décalage. Donc c'est pour ça que certainement que les PME qui ont été analysées, et il faudrait voir l'échantillon et sur combien ça a été fait, mais peut-être qu'elles ont eu plus de réactivité, en tout cas sur des secteurs plus évidemment, c'est une moyenne. Exactement. Évidemment, ça cache certainement des réalités très divergentes, mais quand même, c'est un peu dingue. Genre, je disais contre-intuitif pour utiliser un terme un peu sophistiqué, mais c'est quand même très surprenant. Ça vous a étonné, vous, de voir ces chiffres-là, Anaïs ? Depuis quelques mois, plus rien n'est nature à nous étonner, parce qu'en fait, il y a ce chiffre qui est étonnant. Il y a le chiffre du nombre de défaillances d'entreprises qui est plus faible en 2020 qu'en 2019. Il y a aussi le maintien de l'investissement dans les entreprises qui peut sembler contre-intuitif, parce que normalement, en temps de crise, les entreprises ont plutôt tendance à arrêter totalement les investissements, en tout cas les investissements jugés non prioritaires. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que dans cette crise, finalement, l'investissement a été maintenu. Maintenant, comme ça a été dit, il faut vraiment regarder les effets différenciés entre les secteurs et même les effets intrasectoriels. Si je prends le secteur de l'agroalimentaire, on sait qu'il y a des entreprises qui ont plutôt bénéficié de la crise et puis d'autres qui en ont plutôt souffert parce qu'elles étaient plutôt sur la restauration hors foyer. Maintenant, il y a tout ce qui a été dit précédemment sur il faudrait détailler au compte de résultats, voir si c'est vraiment une augmentation du chiffre d'affaires ou un abaissement des charges, quel a été le rôle joué notamment du chômage partiel dans ça. Et puis, il va falloir voir aussi s'il ne va pas y avoir des mécanismes de rattrapage, c'est-à-dire je pense qu'il y a certaines PME qui ont bénéficié de cette crise dans le sens où, comme on ne trouvait pas forcément d'approvisionnement selon les chaînes d'approvisionnement classiques à l'étranger, on s'est retourné vers des PME françaises qui ont parfois bougé complètement leur chaîne de production, notamment pour répondre aux demandes de produits de première nécessité, gel, masques, etc. Est-ce qu'en 2021 ou 2022, 2023, elles vont rester sur les mêmes évolution de chiffre d'affaires pour celles qui ont connu une évolution de chiffre d'affaires positive, ou est-ce qu'elles vont justement après reperdre du chiffre d'affaires parce qu'il y a un repositionnement à droite ou à gauche en fonction des choses. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. Certainement un impact massif des baisses de charges qu'évoquait Arnaud, parce que l'État les a pris à son compte, quoi, globalement. Et puis après, il va y avoir toute la réponse à cette question d'endettement et de report de charges. Est-ce que les PME vont vraiment être... Enfin, les entreprises de manière générale, comment elles vont être capables d'y répondre? Est-ce qu'on va reporter ad vitam aeternam ou est-ce qu'on va être dans des choses qui vont devenir exigibles? Donc ça c'est 2020 est exceptionnel. Voyons voir les conséquences exceptionnelles de 2020 sur 2021 et à mon avis 2022 voire 2023. 2022, il faut le rappeler, il y a quand même une élection présidentielle qui se joue. Donc il peut y avoir des tentations aussi d'être sur le report les dispositifs, même si on a commencé. Post-mai 2022 et de laisser finalement un peu les conséquences de ça aux potentiels repreneurs de la situation économique du pays. Voilà, une année 2020 exceptionnelle à bien des égards. Ça fait des mois et des mois, évidemment, qu'on le redit. Exceptionnel pour ce qui est également des comportements d'épargne des Français. Que faire de cette épargne? Comment l'engager, l'investir dans l'économie et notamment dans l'industrie? Tout de suite, c'est notre premier débat. Nous parlons donc épargne et question essentielle en matière d'épargne, comment faire, comment utiliser, comment bien l'utiliser au bénéfice de l'économie, de la relance, de la réindustrialisation. Plusieurs actualités à partir desquelles je voulais orienter le débat, si vous le voulez bien. On a eu, c'était hier je crois, les derniers chiffres de la Banque de France sur le fameux surplus d'épargne, la fameuse surépargne accumulée à l'occasion de cette crise sanitaire et économique. Le dernier chiffre à la fin du premier trimestre, donc à fin mars 2021, il est de 142 milliards d'euros. Ça, c'est les chiffres de la Banque de France. On imagine que voilà, d'ici, les prévisions allaient jusqu'à plus 150, plus 200 potentiellement à la fin de l'année 2021. À date, ce serait 142 milliards d'euros d'épargne supplémentaire depuis le début de la crise sanitaire. Autre chiffre sur l'épargne, mais
à ce stade, rien à voir. Les chiffres qui ont été présentés par Bercy, par le gouvernement, sur les nouveaux plans épargne retraite, ça c'était dans la loi Pacte, il y avait un réaménagement des PER, des plans épargne retraite, et d'ores et déjà, les objectifs du gouvernement ont été dépassés. Le gouvernement voulait afficher une satisfaction quand ça a été annoncé à l'époque, à partir de 3 millions de nouveaux PER. Finalement, on est à 4,5 millions de Français qui, en 15 mois, ont été séduits par ce nouveau plan d'épargne retraite, avec à l'intérieur, je crois que c'est quelque chose comme 32 milliards d'euros, donc c'est déjà des gros chiffres, mais par rapport à l'épargne des Français, c'est encore assez faible. Et enfin, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de rapprocher ces chiffres, cette épargne, c'est ce contenant d'épargne avec un PER, mais l'essentiel de l'épargne va ailleurs à date, sur voilà, comment la bien utiliser. Anaïs, vous, votre truc, c'est l'industrie, la réindustrialisation. Est-ce que quand vous voyez, l'économiste que vous êtes, quand vous voyez ces chiffres-là d'argent disponible, vous vous dites c'est quand même trop bête, il faut que ça aille dans la bonne direction. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on a les bons outils pour que cette épargne aille dans la bonne direction, votre sens, c'est-à-dire vers l'industrie, vers les PME industriels. Alors, il n'y a pas que l'industrie dans la vie, mais c'est un des sujets de l'économie française, on le sait. Évidemment, il faut investir dans l'industrie pour qu'il y ait un petit peu plus d'industrie dans notre pays. Le lien entre tout cet argent disponible et son utilisation, est-ce qu'il est clair aujourd'hui dans votre esprit? Alors, c'est une question, en fait. Là, on est sur des montants qui explosent, mais déjà, le montant d'épargne française était très considérable. Et du coup, on a du mal à croire que parce qu'on on a un surplus, on va arriver à le guider vers les entreprises, puisque l'industrie, la question c'est comment transposer cette épargne vers tissu les économique. entreprises. Et c'est quelque chose qui est une question de longue date. On sait que au début des années 2000, ça devait être environ 43% de l'épargne des Français qui était investie vers des entreprises. 10 ans après, on était à 38%, et je pense que maintenant, on doit être encore plus bas. Et l'épargne se dirige beaucoup plus vers des placements sécurisés, comme la dette d'État et la zone euro. Et flécher, en fait, cette épargne vers l'industrie, elle n'a rien de simple. Il y a deux choses qui me semblent assez intéressantes et qui répondent aussi à des attentes des citoyens et des petits porteurs, parce qu'on est souvent là, on est sur du cumulé, mais c'est pas forcément des gros montants d'épargne. Il faut beaucoup de petites épargnes pour arriver à 52,42 milliards. C'est pas... À la fois être capable de régionaliser peut-être l'épargne, et je peux vous donner des exemples assez concrets. Il y a la région Occitanie qui a mis en place avec une plateforme dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'elle s'appelle WeSed, et la CCI Occitanie qui a mis en place quelque chose qui s'appelle Épargne Occitanie, et qui permet aux habitants d'Occitanie, mais pas seulement je crois, d'aller investir dans des projets régionaux et avec des thématiques différentes, donc la santé, la mobilité, les énergies renouvelables. Et par exemple, vous avez une entreprise qui s'appelle Aura Aéro, qui a pour but d'inventer un peu l'avion de demain, qui cherchait à lever 1,5 million. Et donc, il est possible pour les habitants d'Occitanie d'aller investir par eux-mêmes dans ces projets. Autre exemple qui est intéressant, et qui n'est pas sur de la régionalisation de l'épargne, mais plutôt sur de la spécialisation. Vous avez la plateforme Mimosa, qui permet à des porteurs de projets de proposer des projets, et à des gens d'aller investir dans des projets qui sont dans le domaine de l'alimentaire et de l'agriculture. Donc il y a eu un exemple assez intéressant, vous connaissez tous Arnaud Montebourg et ses lubies pour l'industrie, enfin c'est plus que des lubies, son intérêt très fort pour l'industrie, qui a lancé un projet qui s'appelle Les Glaces La Mémère, qui permet à des agriculteurs en fait de produire leurs propres glaces bio dans les fermes, et qui a lancé sur cette plateforme Mimosa la possibilité de financer des glaces, et je crois qu'il l'a fait sur d'autres projets. Et donc ça permet pour des petits épargnants de cibler vers des projets qui sont souvent à proximité de chez eux. Ils voient directement l'impact sur le territoire, sur l'emploi. Parce qu'un des sujets de l'épargne, quand vous allez voir une banque, on vous parle de différents placements, mais finalement, vous ne voyez pas vraiment l'impact que vous avez. C'est des choses compliquées à comprendre. Il n'y a pas forcément une transparence. Si on vous parle de fonds euros, de machin, de trucs, c'est quand même difficile pour quelqu'un qui n'a pas le temps de s'y intéresser, de comprendre ce qu'il finance et quels sont les impacts réels pour l'économie. Il y a souvent, quand vous avez peu d'épargne, vous êtes plutôt tenté de ne pas prendre beaucoup de risques, donc vous allez plutôt vous retourner vers les systèmes classiques, et puis vous ne savez pas quel est l'impact réel pour l'industrie. Donc c'est l'avantage. C'est plutôt ce type d'initiative qu'il faut gonfler, parce qu'on imagine que, c'est vos exemples aussi, c'est-à-dire que c'est des petits chiffres. Alors après, c'est avec des petits chiffres qu'on peut faire des gros chiffres, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut tirer exemple pour essayer de faire x10, x100, x1000 par rapport à cette initiative. Il y a deux
choses, il y a sûrement beaucoup d'autres mécanismes à inventer, à créer. Je pense notamment, il y a eu un rapport des députés de la majorité, je crois, qui ont proposé plusieurs choses, dont un livret A industrie avec un rendement plus fort que le livret A actuel. Voilà, c'est des choses qu'on peut penser. Mais je crois qu'à une heure où tout le monde commence à parler du local, de vouloir maîtriser un petit peu mieux ces investissements, de voir concrètement quel est l'impact de cet investissement, penser à ces mécanismes régionaux ou très spécialisés en fonction d'un secteur, c'est aussi une réponse. Et là, quand je parlais de Aura Aéro, on est déjà sur 1,5 million. Alors vous allez me dire, par rapport au milliard, c'est rien, mais si vous avez chaque région a plusieurs projets avec des millions, on a déjà quelque chose. On arrive à des milliards. Voilà, c'est un but et ça répond, je pense, à une attente réelle des Français. Arnaud, je le disais en vous présentant, votre métier, c'est d'orienter, en tout cas, c'est les placements dans l'immobilier, mais du coup, vous connaissez vos clients, leurs attentes par ailleurs, plus globalement. Est-ce qu'il y a une volonté, l'immobilier, ça a un certain nombre de vocations très précises, hein, mais est-ce que dans vos conversations avec vos clients, vous sentez qu'effectivement, ils sont intéressés au-delà du rendement à ce que va faire leur argent demain, à quoi va servir leur argent demain? Oui. Plus que jamais, alors je rejoins totalement Anaïs sur la proximité, la rationalité, l'équité. Ça, c'est des critères vraiment fondamentaux aujourd'hui pour les clients. Nous, c'est vrai qu'on ne fait pas les placements financiers. Il y a des confrères qui mais il n'empêche qu'on en parle beaucoup avec eux. Et je pense, du point de vue vraiment de l'épargnant, ils ont envie que la relance, finalement, soit un enjeu national. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein à des projets, c'est plutôt le risque. Le Français déteste le risque et finalement, la surépargne, elle est due au fait de rester chez soi et, comme les entreprises, d'avoir moins de charges et d'avoir pu épargner. Et pour le coup... Et l'épargne, elle va vers l'épargne qui existe, elle va vers les placements sans risque, c'est ce que c'est Anaïs, que ce soit le livret A, que ce soit pour l'essentiel, l'assurance vie, que ce soit les fonds en euros ou les unités de compte, mais c'est exactement ça. Dans tous les cas, ça va pour une trop grosse part dans les obligations d'État et qu'effectivement, qui sont assez peu risquées, mais qui rapportent assez peu. Et aujourd'hui, même avant le Covid, on avait vu des supports arriver justement dans la proximité, dans les projets, notamment le crowdfunding immobilier, qui était très en vogue avant le Covid et qui va repartir. Ça peut être dans la boucle vertueuse aujourd'hui d'une relance et d'une industrie. Alors, ce n'est pas une industrie qui fabrique des avions, mais dans l'industrie immobilière notamment. Aujourd'hui, on se retrouve avec une pénurie de logements qui est colossale à l'échelle du territoire, mais qui est vraiment colossale. Et je pense que plus que jamais, on a la possibilité de réinventer un modèle qui pourrait être vertueux. Les habitants, les locataires, les propriétaires ont envie de plus de place, de plus de verdure. Et on commence à voir apparaître, il y a eu un projet là en Occitanie par un promoteur justement en banlieue toulousaine. C'est un des premiers projets en France qui a été fait comme ça, où la région a subventionné un projet immobilier, ce qui est assez rare, une promotion immobilière, dans le but de la faire passive et avec uniquement des matériaux innovants et respectueux d'une chaîne de qualité, d'une procédure et de l'environnement. Et en fait, les investisseurs ont accepté de payer un peu plus cher leur logement pour jouer le jeu et pour voir comment ça se comportait. Et tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'entendre. Ils ont envie de participer à cet effort-là. Globalement, à chaque fois que l'État... C'est une spéciale Occitanie ce soir. Hein. Non, mais voilà. Alors, tous les exemples vertueux. D'origine, pas d'habitation, mais d'origine. Voilà, c'est intéressant. Il y a un autre projet en région parisienne qui va arriver. Le chef d'État est en Lot, là, tout ça c'est le Sud-Ouest, c'est vraiment à la mode cette semaine. Non, ce qui est important à comprendre, c'est que globalement, les Français veulent plus que jamais être maîtres de leur épargne. À chaque fois que l'État a voulu rediriger par lui-même, via les crédits d'impôt sur les prises de capital, etc., ça a peu marché. Parce qu'il y avait oui, ça marche jamais. On a essayé 10 trucs, 15 trucs. Exactement. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la proximité avec des acteurs locaux, on peut créer des systèmes vertueux. Vous savez, aujourd'hui, je le prends en exemple à mes investisseurs, mais il y a 8-9 ans maintenant, quand les plafonds de loyer en loi Cellier à l'époque ont été mis, tous les investisseurs ont crié au loup en disant « Oh là là, on va perdre de la rentabilité ». Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça a entraîné une chose intéressante, c'est qu'il y a quasiment plus de turnover sur les logements. Si je vous prends l'exemple de ma ville à Bordeaux, par exemple, un T2 de 45 mètres carrés, vous allez le louer 500 €. C'est du neuf, aux dernières normes énergétiques. Vous permettez à un locataire d'avoir un bien de qualité et qui va rester. Donc du coup, il n'y a pas de turnover. Dans l'ancien, il le paierait 750 €. Et tout ça, aujourd'hui, c'est des choses que les gens ont compris, que les investisseurs ont compris. Et finalement, le premier critère, c'est plus trop la rentabilité. C'est aussi ces critères ISR, les entreprises qui respectent, les critères RSE, etc. Et si on veut que les Français reroutent leur épargne, recréent du logement, recréent de l'industrie, favorisent leur tissu local, il va falloir créer des supports
certainement beaucoup plus adapté à ce qu'ils ont envie aujourd'hui et le rapprocher beaucoup plus de la réalité. Voilà. Et pas faire des grands dispositifs qui s'appliqueraient finalement sans aucune légitimité auprès des épargnants. Parce qu'ils ont aujourd'hui des capacités à être très réactifs. Et on commence à voir, là on sort des déclarations d'impôts aussi, et on commence à voir arriver sur les déclarations d'impôts des petits crédits d'impôts pour les aides locales, pour les investissements régionaux, etc. C'est des choses qu'on commence à voir arriver, et donc les clients en sont vraiment friands. Il y a plein de choses à faire sur la mobilité, sur... Vous êtes un peu sur la même longueur. Après, il y a la même longueur d'onde, en même temps, il y a toujours une dimension schizophrène quand même chez chacun. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il faut un peu plus d'appétence au risque, etc. Et puis en même temps, une partie de son épargne, c'est de la précaution pour un complément de retraite, etc. On pense retraite aussi. Et puis là, on n'a pas envie que ça soit trop risqué. Comment gérer cette contradiction ? Alors, juste une petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Mimosa. C'est une plateforme de crowdfunding quand même, il faut le préciser. Mais Mimosa avec M2I. Parce que si on cherche, voilà. D'accord. Quelqu'un veut se renseigner. Le message est passé. Non, plus pour répondre à votre question, je pense qu'il y a aussi des mécanismes de diversification. Enfin, par exemple, si je reprends l'exemple de mes plateformes, la Mimosa ou Épargne Occitanie, sans vouloir leur faire de la pub non plus. Non, mais allez-y. Mais c'est en fait c'est quelque chose qui est très simple aussi. Alors, il y a toujours la prévention au risque sur. Voilà, il faut, je pense aussi avoir un minimum de connaissances sur ces sujets, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement. Sur Mimosa, vous pouvez investir en très peu de temps sur un projet. Et après, vous pouvez aussi faire de la diversification, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens de faire 100% de placements risqués. Ils peuvent prendre des choses sur des placements qui sont un peu risqués et puis d'autres sur des choses beaucoup moins risquées, rester sur du fonds euro. C'est la diversification et puis pourquoi on n'y est jamais vraiment arrivé, comme le rappelait Arnaud, effectivement, à guider l'épargne qui a toujours été importante. On est un pays où on épargne beaucoup. Guider l'épargne vers l'entreprise. J'ai pas forcément de réponse à vous apporter. Je pense qu'il y a d'une part une forme de frilosité peut-être plus forte en France que dans d'autres pays, une aversion au risque. Et d'ailleurs, cette aversion au risque, on peut la lire dans les fonds d'amorçage. On a finalement moins de fonds d'amorçage en France que dans d'autres pays comme Israël ou les États-Unis. Donc ça montre bien que c'est un peu tout le système qui est crispé sur la prise de risque. Je pense qu'il y a le manque de connaissances qu'on peut évoquer sur ces dispositifs, comme je le disais, quand vous allez voir votre conseiller à la banque, il ne va pas forcément vous donner une vue sur tous les dispositifs qui existent. Et après, il y a une autre chose qu'il est important de préciser. Je pense qu'on parle de guider, de pousser cette épargne vers les entreprises. Et je crois qu'on a aussi besoin de penser des dispositifs en fonction des trous qu'on a dans la raquette. Par exemple, si je m'intéresse à l'industrie, il y a un sujet. On a besoin dans l'industrie aussi de lancer des start-up industrielles, à la fois des fournisseurs de solutions pour nos industriels, pour avoir des solutions nationales ou européennes, solutions technologiques. Et on a aussi besoin que des start-up industrielles se lancent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement une telle faible connaissance de l'industrie, de son fonctionnement, de ce que c'est, que quand une start-up industrielle veut se lancer, qu'elle veut passer notamment à la phase d'industrialisation, elle peine beaucoup à trouver des solutions. Et d'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent s'intéressent à ce sujet, il y a un collectif qui vient de se lancer autour de ces questions purement de financement des start-up industrielles, parce que c'est un vrai trou dans la raquette et que c'est comme ça qu'on n'arrive pas à faire émerger nos pépites technologiques en France, alors qu'on voit que dans d'autres pays, ils sont en train de nous naber le pion sur plein de sujets. Donc c'est aussi penser des dispositifs adaptés aux besoins de nos industriels en fonction des différents stades de maturité des entreprises industrielles. Oui, pourtant il y a de l'argent. Les chiffres du capital investissement d'ailleurs sont plutôt bons. Ils sont en forte progression en France. Je crois qu'on est passé, on doit être le plus gros marché du capital investissement, enfin tout ce qui est private equity en Europe. Maintenant, on est passé devant les Allemands. Alors on reste encore loin des Anglais, mais ils sont plus dans l'Europe. Donc la France est numéro 1. Vous, votre truc, c'est l'immobilier dans l'esprit des gens, de vos clients. Oui. L'immobilier, c'est la sécurité, c'est une espèce de passion française, l'immobilier. ça reste. Et il se trouve, ça tombe bien, c'est quand même un des rares moyens, et là pour de mauvaises raisons, un des rares moyens de s'enrichir. C'est-à-dire que le marché, globalement, il ne fait que progresser, en tout cas dans les grandes métropoles. C'est ça. Et donc, c'est considéré comme du sans risque aussi, de fait, non ? Exactement. C'est vrai que l'immobilier est
plus que jamais résilient. Ça a été. Il faudrait que l'immobilier aille moins bien pour que le reste aille mieux, peut-être. Justement, en fait, il faudrait peut-être arrêter de les opposer au final. D'accord. Je pense surtout qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, qui est une des valeurs refuges et qui se porte très bien aujourd'hui, alors principalement l'ancien, parce que le neuf aujourd'hui souffre vraiment d'une grosse pénurie qui va être compliquée à relancer. Mais justement, dans cet écosystème entre placements financiers, immobiliers, porteurs, on pourrait aussi imaginer des financements de promoteurs de manière plus étendue qui permettraient justement de renvoyer l'ascenseur à des investisseurs. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils ont plus que jamais besoin d'un exemple. Ils ont plus que jamais besoin de toucher. Si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, tout le monde disait les Français, ils ne vont plus en bourse, ils vont que sur l'assurance vie, il faut qu'on pousse du PEA. Il a fallu l'introduction de la FDJ pour que finalement, ça y est, tout le monde devait y revenir. Que ça relance le mouvement, voilà, effectivement. Je ne sais pas si ça va durer. Il faut qu'on arrive à relancer le mouvement vers le plan de relance qui peut bénéficier à tout le monde. Et l'immobilier a beaucoup d'attrait. Aujourd'hui, c'est plus l'offre qui fait défaut. Donc, allons créer ce choc d'offre qui va réguler le marché, qui va réguler les prix de l'ancien, parce que quand même, il faut savoir que dans l'immobilier ancien, quand vous vendez, c'est X qui vend à Y, monsieur X qui vend à Y, vous n'avez pas de création d'offres. Tant qu'il n'y a pas de logement, c'est clair, oui, tant qu'il n'y a pas de logement d'offres qui sont créés, les prix de l'immobilier ancien ne font qu'augmenter, puisqu'il y a une pénurie de logements. Et tout ça, c'est une bonne chose pour les intermédiaires, mais globalement, ça ne va pas inonder le sont des écosystèmes le tissu économique. Il faut aller justement dans les trous de la raquette. L'immobilier fait partie d'un vrai trou dans la raquette. Et aujourd'hui, Mais comment ce ne serait pas opposé? Vous dites que ce n'est pas opposé parce qu'en fait, si j'ai, je ne sais pas quoi, 50 000 euros à passer. Globalement, le discours des pouvoirs politiques en place aujourd'hui à leur arrivée ont été justement de favoriser les placements financiers pour relancer. Il y avait les normes bancaires, il y avait plein de choses à relancer. Donc il y a eu l'arrêt de l'ISF. L'immobilier a été considéré comme effectivement le truc affreux, puisque effectivement on a retiré l'ISF, sauf sur l'immobilier qui était assimilé à une rente. Exactement, il y a eu là une partie de l'immobilier, c'est une rente, mais pas tout évidemment. L'augmentation de la CSG sur l'immobilier notamment, qui a impacté, et de l'autre côté, la flat tax sur les produits financiers, donc qui ont fait que ça a rerouté de l'autre côté. Et on s'est rendu compte, notamment par la frilosité des banques et autres, que les promoteurs sur 2017-2018 ont eu du mal à sortir les projets pour les financements. Sont arrivées les élections municipales qui ont grévé tous les projets, le Covid qui a retardé tous les projets, et aujourd'hui, un modèle complètement à relancer, et avec beaucoup de promoteurs qui vont avoir des problématiques de fonds propres. Et si le crowdfunding a explosé 2017-2018, c'est pour compenser le manque de fonds propres des promoteurs. Parce que dans les financements bancaires, il faut qu'ils amènent 20 à 30% de fonds propres. Donc ça veut dire ils ont leurs propres règles, leurs propres ratios. Oui. Et donc du coup, pour financer un projet en banque, aujourd'hui, ils vont chercher ces 20-30% de fonds propres via du crowdfunding et font le prêt bancaire à côté. Ça leur permet de multiplier les projets. Donc tout ça, c'est un écosystème qu'on pourrait créer, qui serait intéressant d'inventer, qui permettrait aussi à cet argent de circuler et à cette économie de mieux se porter et finalement d'exploiter au maximum l'effet plan de relance, parce que je pense qu'on a vraiment une opportunité de changer les modèles et de réinventer, et justement d'avoir de la proximité et de parler aux gens de pragmatisme. Ils ont vraiment besoin de pragmatisme aujourd'hui. Annie, je reviens vers votre idée de régionaliser les choses. Comment nationaliser une démarche régionale sous-entendu, est-ce qu'effectivement on n'a pas en opposition entre les grandes banques, elles sont quand même parisiennes, les grands exécutifs, le principal, le gouvernement du pays est parisien aussi. On a une traduction quand même du haut vers le bas très, très, très centralisée. Comment on fait en sorte qu'on ait peut-être plus confiance dans ces démarches régionales parce qu'elles sont incarnées par des grands noms, alors que peut-être que les structures régionales sont encore, même si vous en faites habilement la promotion, sont encore dans des déficits de notoriété au sens, et je le dis de façon très caricaturale, je sais pas, c'est moins sérieux parce que c'est régional par rapport à trucs qui seraient vendus par Société Générale, BNP, je sais pas. C'est aussi les grands spécialistes du placement c'est les grands réseaux bancaires qui sont nationaux, qui sont parisiens, c'est eux qui devraient adapter des démarches plus régionales pour que on ait le meilleur des deux mondes. Il y a sûrement en tout cas une époque où tout le monde vante la décentralisation. Il y a peut-être aussi des choses à imaginer à l'échelle beaucoup plus locale pour les banques, avec vraiment cette idée de transparence et d'utilité de l'investissement. Donc, mais ça va aussi obliger à
je pense, peut-être une meilleure connaissance du territoire de nos acteurs bancaires français. Et d'ailleurs, si on regarde le système bancaire français par rapport au système bancaire allemand dans son rapport à l'industrie, on a une meilleure connaissance et une meilleure implication du coup des banques allemandes et du réseau de banques allemandes mais qui sont plus régionales pour le coup, enfin, comme l'État allemand est plus régional d'ailleurs. Mais en tout cas, qui connaissent l'industrie, qui n'ont pas peur aussi de prendre des risques en accompagnant des industriels. Alors là, je sors du sujet purement épargne, mais il y a vraiment ce sujet de connaissance de son territoire que je pense ont beaucoup moins nos grandes banques françaises. Donc il y a quelque chose à inventer de cet ordre-là. Et puis après, il y a sûrement aussi des mécanismes nationaux à inventer. C'est-à-dire que la réponse, elle doit être régionale, elle doit être aussi nationale et sûrement sur des dispositifs différents. Alors, il y a beaucoup de réflexions qui émergent aujourd'hui sur l'idée d'un fonds souverain français. Alors, est-ce qu'on ne peut pas essayer de lier ces deux choses? Je sais qu'il y a un fonds souverain régional qui a été lancé je fais le festival des régions ce soir, qui a été lancé en Auvergne-Rhône-Alpes. Le fonds souverain l'important est souverain d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je ne savais pas que Laurent Wauquiez voulait faire sécession. Exactement. Non, mais voilà, pour le coup, sur l'idée d'un fonds souverain, je ne suis pas sûre que la meilleure réponse ce soit forcément une réponse régionale et plutôt une réponse nationale. Mais voilà, il y a des choses à inventer. Et puis, il y a surtout une pédagogie à faire sur comment fonctionne. C'est extrêmement complexe. On ne sait jamais quand vous mettez de l'argent sur un livret A, c'est sécurisé, mais vous ne savez pas ce qu'on fait de votre argent, en fait, parce qu'il ne reste pas sur votre compte à dormir. C'est l'argent qui est réutilisé dans un système plus large. Et en fait, ça, les gens ne le savent pas. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi un manque peut-être de culture économique dans le pays et de connaissance de ces mécanismes à faire. Et voilà, pour montrer qu'on peut faire aussi un investissement. Il y aura toujours une prise de risque. Il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir équilibrer les risques pour pas tout placer sur des placements risqués. Et d'ailleurs, parlant de risque, parfois on a des grandes banques qui ont conseillé des placements à des personnes qui étaient censées être sans risque, qui ont conduit à la ruine de petits épargnants. Et le cas le plus célèbre est sûrement le cas de Natixis. Donc ça montre bien qu'il y a ce manque de pédagogie très souvent et que il faut savoir prendre des risques, mais il faut, à mon avis, le risque est plus toléré quand on sait qu'il peut être vraiment utile dans le quotidien. Moi, j'ai une proposition, Patrimoine Store, il faut se diversifier. Arnaud, l'immobilier, c'est bien, c'est très porteur, mais il faut justement, c'est aux acteurs comme vous aussi de proposer, proposer des choses nouvelles vers d'autres types d'entreprises que uniquement le secteur immobilier. Je vous taquine, mais pourquoi pas ? Vous me taquinez, mais il y a une autre notion qui est intéressante dans la décentralisation qu'on pourrait utiliser, dont on n'a pas parlé, mais je pense que l'État a un rôle à jouer, un vrai rôle à jouer. Les banques, aujourd'hui, elles sont dans une position très attentiste. Moi, si je vous donne dans mon secteur d'activité, on parlera de diversification après, aujourd'hui, elles ont, contrairement à ce que tout le monde pensait, durci les conditions d'octroi de crédit. Voilà. Et il y a une étude du premier promoteur national. Parce qu'elles ont leurs propres règles, leurs propres ratios En période de relance, un peu contradictoire quand même avec de l'investissement. Et il y a un promoteur qui a sorti une étude qui dit que s'il avait appliqué ces mêmes critères sur ses clients de 2019, il aurait perdu, tous clients confondus, accession investisseurs, 40% de ses clients. Donc ça, c'est le principe aujourd'hui. Mais du coup, par rapport à la décentralisation, les banques aujourd'hui, à part quelques caisses régionales qui ont vraiment cette appétence pour le local, cet état d'esprit, donc il y a quelques banques structurées comme ça, mais il y a une des vraies réussites de la crise qu'il faut souligner, c'est la présence en région de la BPI quand même. Et ça, c'est l'État. Et la BPI a cette connaissance fondamentale du tissu local. Moi, quand j'ai créé Patrimoine Store il y a 6 ans, j'ai mis 3-4 ans à avoir les premiers financements. Le premier qui est venu, c'est la BPI. Parce qu'ils ont cru au projet, ils ont soutenu l'innovation, ils ont cette capacité d'analyse, parce qu'elle est dénuée de sens commercial. La BPI, elle vient, pas pour vous faire ouvrir un compte et vous vendre une carte bleue, je schématise, mais globalement, elle vient pour accompagner des projets. Et pourquoi on n'imaginerait pas, dans cette décentralisation, donner plus de responsabilités à la BPI, qui a quand même distribué les PGE, et qui a quand même validé les PGE en local, pour leur dire pourquoi vous ne valideriez pas des fonds locaux, des thématiques d'investissement local, pourquoi vous ne seriez pas le relais de la décentralisation pour favoriser justement l'économie locale. Il faudrait qu'elle devienne intermédiaire en prenant l'épargne des Français, parce que ce n'est pas le cas de la BPI. BPI, c'est l'État. Du coup, ça serait vraiment un donnant-donnant de dire c'est l'État qui s'en occupe, donc il y a quand même une garantie de solidité, une garantie de fiabilité et une crédibilité, mais on pourrait avoir ce tissu local qui serait favorisé, et que ce soit du tout petit entrepreneur jusqu'à la grosse entreprise locale qui a aussi besoin de financement, d'innovation, de machines-outils. Voilà, et on pourrait imaginer des solutions comme ça.
Écoutez, en tout cas, il y a eu des idées, donc merci. Effectivement, je ne sais pas si on a réglé le problème, si on y arrivera. On espère que ça ira dans le bon sens. En tout cas, des idées ont été émises. Merci. Restez avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. On va parler des jeunes. Retour dans l'IT Smart. Merci de rester avec nous jusqu'au bout de la nuit ou presque. Le thème de ce deuxième débat vers un revenu minimum pour les jeunes. Point d'interrogation. Je voulais commenter. C'était un petit scoop du quotidien Les Échos aujourd'hui. Regardez le titre du papier, un plan à plus de 2 milliards d'euros pour 1 million de jeunes. Alors c'est une espèce de arlésienne, hein, l'aide aux jeunes les plus précaires en difficulté. Il se trouve que, nous dit le quotidien, que le gouvernement a beaucoup avancé sur le principe, la cible et les contours, dit le journal, d'une future garantie jeune universelle. Alors pour l'instant c'est le nom administratif, c'est le nom de code, c'est pas le nom marketing. Il semblerait que le gouvernement cherche encore la bonne appellation pour ce dispositif. Donc garantie jeune universelle, ce serait du point de vue de l'exécutif la réponse en mieux, là encore, du point de vue de ses promoteurs, à la demande d'un RSA pour les moins de 25 ans qui est réclamé par une partie de la classe politique, en général plutôt à gauche. On parle donc de 2 milliards, c'était le titre du papier, de 2 milliards d'euros supplémentaires par an, au bénéfice de au moins 1 million de jeunes de moins de 26 ans, à la fois ceux qui seraient, alors il y a un terme pour ça, mais enfin en tout cas qui seraient ni en emploi, ni en études, ni en formation, plus un certain nombre de jeunes qui ont du travail, mais de façon extrêmement précaire. Il y a un petit peu moins d'un mois, il y a 15 jours, la ministre du Travail, Mme Borne, avait évoqué le chiffre de 1,4 million de personnes concernées par ce futur dispositif. 1,4 million de personnes par rapport à ce qui existe aujourd'hui, hein, en termes de garantie jeune, qui s'adresse à seulement 200 000 personnes. C'est beaucoup plus. Ce n'est pas un RSA jeune pour autant. Le dispositif, il y aura une partie... effectivement, ce serait notamment à Pôle emploi, aux conseillers de Pôle emploi, d'éventuels nouveaux conseillers spécialisés là-dessus. Une partie de l'enveloppe de 2 milliards, d'ailleurs, ce serait pour recruter des accompagnants. Hein, tout ce qu'il y a, ce ne serait pas uniquement dans l'allocation. L'allocation, elle serait de 500 € par mois, semble-t-il, pour ces personnes-là, avec un accompagnement et de quoi piocher dans différents types de formations. Alors là, c'est un sujet quasiment... au moins autant politique qu'économique. Votre sentiment déjà sur le principe d'une allocation. Alors encore une fois, on parle de 500 €. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour ceux qui n'en ont pas besoin. Il y a beaucoup de prévention sur l'idée, donner un chèque tous les mois sans avoir commencé à travailler. On met le doigt dans un engrenage qui nous emmènerait je ne sais où d'ailleurs, mais en tout cas il y a des critiques par rapport à tout ça. Votre regard de citoyen, il se trouve d'entrepreneur aussi, mais Arnaud, tenez, je commence par vous sur l'idée d'essayer d'avoir une réponse sur cette précarité-là dans la jeunesse aujourd'hui. Mon regard de citoyen et surtout de chef d'entreprise, c'est de poser une question simple. Alors aujourd'hui, personne ne conteste la précarité des jeunes aujourd'hui sur la crise du Covid. La réponse, elle doit être liée à ce que l'on veut compenser finalement. Est-ce que c'est la précarité liée à cette crise du Covid qui doit être en réponse? Auquel cas, il faut peut-être fonctionner sur une réponse un peu à l'américaine où on les aide de manière ponctuelle sur cette période-là pour qu'ils passent la crise aussi. On a aidé les entreprises, il n'y a aucune raison qu'on n'aide pas les jeunes. Par contre, si ça doit être une mesure qui dure dans le temps, là on va forcément avoir la même problématique franco-française de la perfusion sur laquelle on va toujours dans le temps avoir du mal à la stopper, avoir du mal à dire non à certaines typologies et ne pas résoudre le problème, parce qu'au final, la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est veut-on répondre aux problématiques que l'on avait avant la crise. Aujourd'hui, moi je pense que le principal problème de la jeunesse, alors je les côtoie beaucoup parce que j'ai la chance de donner des cours, et j'en ai plein dans mon entreprise, parce qu'aujourd'hui dans le digital, on a beaucoup de jeunes geeks qui viennent et qui arrivent. Donc moi j'ai eu mes premiers en alternance. Quand j'ai recruté les premiers en alternance, j'avais pas la certitude d'avoir un emploi temps plein finalement en termes de temps de travail. Donc je me suis dit l'alternance c'est un super moyen. C'était des contrats de professionnalisation, des postes Bac+3. Et en fait je me suis rendu compte qu'il me coûtait plus cher qu'un salarié normal. Entre le salaire qu'on leur donne et l'école à payer, il suffit qu'ils aient la grippe, qu'ils loupent 3 jours d'école, c'est à l'entreprise à payer l'école.
et vous vous retrouvez avec le prix d'un salarié normal, alors qu'il est là à mi-temps. Donc là, le chef d'entreprise, il y a un schéma qui est négatif de son point de vue. En tout cas, qui coûte plus cher, ce qui n'est pas le rôle, mais ce qui n'est pas le but. Voilà, ce qui n'est pas le but, et ce qui est dommage, parce que j'ai eu la chance d'en prendre 3 qui sont toujours en CDI chez moi, qui ont des responsabilités. Donc ça a marché, ça a très bien marché. Ça a très bien marché, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Moi, à mon petit niveau, j'ai 12 salariés. Si on se dit que sur le tissu économique, dans la France entière, chaque TPE, parce qu'on ne parle pas des grands groupes, ils ont les moyens de prendre de l'alternance, il n'y a aucun problème, mais chaque petite entreprise prend un alternant à partir de 16 ans, parce que ça a un avantage pour elle et parce qu'elle peut avoir ce rôle social aussi, ça va permettre à des millions de jeunes d'avoir de l'emploi. Et moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'à la place d'un RSA jeune ou qu'une pension... Alors ça, c'est pas l'alternance. Voilà. Je pense que ces gens-là, ils ne sont pas dans ce que vous évoquez. Ça doit commencer plus tôt. La conséquence, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu accès à la formation. Et du coup, j'aurais préféré qu'il y ait, par exemple, un fonds de formation géré, certifié par l'État, qui permettrait aussi de réduire le coût de certaines écoles qui sont exorbitantes et que l'entreprise puisse peut-être payer un peu plus aussi les jeunes pour l'aider, pour l'insertion, et ça va pour tous les métiers. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer plein de chefs d'entreprise qui ont, quel que soit le métier, électricien, plombier, serrurier, du mal à recruter, du mal à former. Et du coup, je pense que la réponse qui doit... On revient à la formation. Voilà, exactement. Et du coup, si la problématique avant Covid était la formation, il faut qu'on ait une réponse à ça. Et c'est pas parce qu'on va créer une allocation finalement long terme qu'on... Non, mais il y a de la formation dans le dispositif. C'est précisément pour ça que c'est pas juste un RSA qu'on les aide aujourd'hui. Qu'on les aide aujourd'hui pour la crise, c'est fondamental. Il ne faut pas laisser notre jeunesse. Et en plus, je peux vous assurer que pour bien les côtoyer, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie de tout faire comme nous, mais beaucoup plus vite. Voilà, ils sont beaucoup plus mobiles, ils sont beaucoup plus exigeants sur leur choix de carrière. Ils ont envie de grandir plus vite, de prendre des responsabilités, d'avoir leur maison, mais plus vite que ce que nous on a connu. Donc il faut pouvoir les accompagner sur ça, parce qu'ils sont vraiment capables de relever le défi de la future génération. Mais vraiment, il faut les aider. Et pour le coup, je ne crois pas qu'un système long terme serait adapté. Voilà. Si mon regard de citoyen... Très bien. Anaïs, est-ce que vous comprenez qu'on a l'impression de tourner autour du bon schéma? C'est forcément, j'imagine pas que c'est simple, justement, par rapport à ces jeunes, soit précaires, soit un petit peu en dehors de tout, ni emploi, ni école, ni formation. Alors déjà, il y a une chose qu'il convient de préciser, c'est que la France est le seul pays, enfin l'un des seuls pays en Europe, il y en a sûrement d'autres, qui conditionne l'accès à un minimum social à un âge minimum. Le cas du RSA, 25 ans et plus, au-delà de 25 ans. Après, il y a des diversités de situations au sein de la jeunesse, c'est-à-dire que selon que vous êtes en formation, vous pouvez bénéficier des bourses sur critères sociaux, sur lesquels il y a des efforts qui ont été faits, mais qui ne sont pas forcément suffisants. Après, vous avez d'autres dispositifs quand vous êtes en alternance ou en formation, en prise d'études, et il y a le trou de dispositifs sur ceux qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, sur lequel on a tenté d'apporter une réponse avec la garantie jeune. Ce qu'on vient de rappeler, c'est quand même que la situation de la jeunesse, elle est quand même assez difficile en France par rapport aux personnes plus âgées. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui environ 22% de jeunes au chômage. C'est 3,5 fois plus qu'il y a 40 ans. On est sur des situations de chômage... Et c'est beaucoup plus que le taux moyen, rappelons-le, encore une fois. Et on est sur des situations de chômage qui sont extrêmement différentes en fonction qu'on n'ait pas de diplôme, un diplôme du secondaire ou un diplôme du supérieur. Diplôme du supérieur, on est aux alentours de 9% de chômage, donc c'est à peu près ce que pour le coup, la moyenne. Pas loin de la moyenne. Mais quand vous n'avez pas de diplôme, vous êtes aux alentours de presque 50% de niveau de chômage. Donc ça montre bien que le diplôme est un rempart, pas forcément un rempart suffisant, parce que quand vous débutez dans la vie active, vous avez quand même des phénomènes de précarisation très très forts et que vous n'avez pas forcément un accès à un emploi qui correspond à votre niveau d'études. Il y a des jeunes qui se déclassent pour accéder à un premier emploi. Que quand vous avez connu une situation de chômage en début de carrière, eh bien, en général, vous mettez 10 ans à rattraper ce que vous auriez dû avoir normalement en entrant. Donc voilà, on est sur ces situations. Et le dernier chiffre qui est très important à préciser, c'est qu'on a aujourd'hui un jeune sur 5 qui vit en 18-24 ans, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, contre 1 sur 7 dans la vie active. Donc la réponse, elle n'est pas simple. Est-ce que cette réponse, elle est suffisante ? Moi, j'en suis
pas forcément convaincue. Il va falloir voir sur quoi ce dispositif porte. C'est des pistes, mais manifestement, c'est assez précis. Donc ils ont dû avoir accès. La conditionnalité qu'on y met, et est-ce que c'est suffisant pour sortir les jeunes de la pauvreté et suffisant pour leur donner les moyens de rebondir. On essaye de maquiller les choses. Je ne suis pas convaincue que le fait d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans soit forcément le fait de les mettre dans une sorte de dispositif de tutelle sur le long terme. Il faut sûrement réagir ou d'assistanat. Voilà, d'assistanat, comme certains viennent le dire. Je pense qu'il faut surtout donner des dispositifs clés, c'est-à-dire au-delà de cette allocation universelle qu'on pourrait mettre en place, c'est donner des dispositifs clés pour entrer dans l'emploi plus rapidement et sur un emploi répondant aux qualifications que ces jeunes ont. Et la deuxième chose, c'est traiter vraiment le problème de tous les jeunes qui sortent de systèmes de formation, parce que c'est eux qui sont les dispositifs les plus, en fait, dans la situation la plus précaire et la plus difficile pour rebondir. Et donc là, il y a sûrement de l'accompagnement sur mesure à faire. Il y a sûrement des réflexions à penser sur le système qui a été fait des territoires zéro chômeur, peut-être faire de l'expérimentation territoriale sur les dispositifs les plus efficaces pour les jeunes et pour apporter ces réponses, encore une fois, qui doivent être à la fois universelles et en même temps pensées en fonction du fait, est-ce que vous êtes en train de faire des études, etc. Et on a des diversités énormes. Et l'idée qu'on s'adresse à environ, c'est ce qu'avait dit la ministre il y a 15 jours, environ 12% de cette classe d'âge 18-25. Ça ne veut rien dire. Enfin, quand vous dites 12%, mais 12%, une classe d'âge, par année de naissance, on a environ 750 000 jeunes. On sait qu'il y en a qui font des études, d'autres non. Quand vous dites 12,5%, c'est quoi? Les 12,5%, c'est ceux qui sont ni en emploi. 12%, pardon. Je rajoute. C'est la ministre qui a donné ce chiffre-là. Non, mais voilà, mais est-ce que si c'est 12% de quoi? De ceux qui sont ni en emploi ni en études. Oui, non, au total. Voilà, c'est toujours le dispositif. Il est. Il y aurait 12% de véritablement précaires, soit qui ont un job précaire, soit qui n'ont rien du tout, les fameux ni études, ni emploi, ni formation. Mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire que le dispositif, on peut vraiment évaluer de son efficacité si on sait ce qu'il cible et quelle est la conditionnalité qu'il met dans l'accès aux aides et quels sont les dispositifs d'accompagnement au-delà de l'aide financière qui est donnée. Et là, on est encore sur quelque chose d'un peu flou. On sait aussi, et vous allez me dire que c'est mon obsession parce que c'est la deuxième fois que j'en parle, mais on est dans un contexte où on a à la fois les élections régionales, donc tous les exécutifs régionaux sont en train de réfléchir à des solutions pour les jeunes, parce que tout le monde a été marqué par ce qu'on a vu, ces jeunes qui étaient dans les files d'attente pour accéder à une aide alimentaire. Notamment. Et ça va être aussi un des grands enjeux de la campagne présidentielle. On le voit quand même, Emmanuel Macron multiplie les signes en faveur de la jeunesse. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir une annonce qui voilà. Manifestement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que structurellement on va changer au quotidien des jeunes en situation de précarité et de pauvreté. Et là, pour le moment, j'attends de voir. Et j'attends de voir aussi si c'est une annonce ou est-ce qu'on va aller jusqu'au bout. Encore une fois, il ne suffit pas de séduire la jeunesse, il faut aussi être capable de transformer son quotidien. C'est de la politique. Non, après, c'est une annonce. Après, il faut que ça passe. Il faut peut-être une loi. Enfin, je sais pas. Bref, on est quand même dans un système comme ça. Mais manifestement, il va y avoir une annonce proche. Et vous le dites, vous le rappelez, il y a une perspective de campagne électorale. Évidemment, c'est pas neutre. En même temps, comme le rappelait Arnaud, il y a à la fois la situation préexistante à la crise sanitaire, le structurel que vous évoquiez peut-être, c'était peut-être ça le structurel, et puis ce qui a été en plus, les conséquences de la crise sanitaire, où pour le coup c'est vrai, vous le rappeliez aussi, il n'y a pas eu de choses spécifiques en termes d'aide sur la jeunesse. Selon vous, en termes de priorité, il faut d'abord s'attaquer au structurel, c'est-à-dire ce qui préexistait à la crise sanitaire, ou en termes de priorité, il faut peut-être regarder les situations les plus critiques, renforcées par la crise sanitaire, avec, j'imagine, pour le coup, quelque chose à durée plus limitée. En fait, je ne pense pas que la crise ait créé de nouvelles situations de précarité. Elle a accéléré des situations de précarité. Là où on a eu des drames, et dans cette accélération de la précarité, c'est tous les jeunes qui n'ont plus pu accéder aux jobs, notamment les jobs étudiants, mais pas que, en tout cas sur des petits jobs auxquels on peut accéder sans qualification, mais qui sont de toute manière extrêmement compliqués parce que dépendants de l'activité, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre des choses d'urgence. Le gouvernement a essayé de le faire, mais à mon avis, ce n'était pas suffisant. Et après, il faut s'attaquer à une situation de fond.
C'est-à-dire que quand vous avez plus de jeunes, enfin comme je disais, plus de jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté que l'âge normal, vous avez plus de jeunes dans une situation de chômage que les autres classes d'âge, etc., ça appelle à des réponses de long terme. Les 22%, c'est pas quelque chose qui est lié à la crise du Covid. Justement, la crise du Covid va accélérer ce chômage des jeunes, mais c'est quelque chose qui était déjà anormal par rapport aux autres classes d'âge. Donc c'est pour ça que ça appelle à des réponses structurelles, d'ampleur, et pas uniquement des réponses conjoncturelles, même si les jeunes ont aussi le droit à des réponses conjoncturelles, comme tout le monde a eu le droit à des réponses conjoncturelles dans ce pays. Toutes les entreprises ont pu bénéficier d'aides, donc il est aussi normal que les intermittents, etc., même s'ils demandaient plus, etc., les jeunes en général, il n'y a pas eu effectivement de dispositif spécifique. D'aide à l'égard des enjeux, surtout que c'est aussi un public qui, sur le plan psychique, a été extrêmement touché par cette crise, parce que sur des mesures d'enfermement, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est un public qui est resté beaucoup isolé, beaucoup enfermé chez lui, parce que tout a été mis en distanciel, et donc avec des phénomènes, aujourd'hui, on est quand même sur des situations désastreuses, une augmentation terrible du nombre de jeunes qui parlent d'idées noires, de suicides, etc. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on condamne toute une classe d'âge et qu'elle paye le double prix, le conjoncturel, le structurel, et en plus une reprise qui va peut-être tarder à venir, avec tout ce qu'on a évoqué en début d'émission, potentiellement des faillites d'entreprises qui vont arriver une fois qu'on sera sur la sortie de crise, etc., et dont ils seront les premiers touchés. Et pour être complet sur non pas ces annonces, mais ces pré-annonces, voilà, il y aurait du côté de Pôle emploi la volonté d'un renfort de 1500 conseillers dédiés au déploiement de cette possible garantie jeune universelle. Il semblerait que ce ne soit pas le nom qui va être retenu. Je ne sais pas si vous avez des idées. Du côté de Madame Borne, probablement, on est preneur. Il nous reste 5 minutes dans l'émission. Je voudrais qu'on aborde un ou deux sujets d'actualité toute récente pour terminer. L'after, quelques sujets d'actualité. Allez, un petit peu de Made in France. Une des spécialités, une de mes invités ce soir. Quand vous voyez ce papier Échos encore, décidément, Atos et Thales partent à l'assaut de Palantir avec ATA. Alors de quoi Palantir? Les deux groupes français qui se rapprochent pour proposer une solution de logiciel d'analyse de données. Alors, déjà, quand on dit logiciel d'analyse de données, souvent, on fait les gros yeux. Les défenseurs des libertés brandissent les pancartes pour, à usage militaire, en l'occurrence. On le voit avec la photo qui illustre l'article, avec en cible Palantir. Palantir, c'est le spécialiste de tout ça, pour le coup, Made in USA. Est-ce que également dans les secteurs les plus obscurs, il faut penser Made in France par rapport aux offres de géants américains? Alors on parle souvent des GAFAM, etc. Dans le militaire, on est plutôt effectivement Palantir, qui était notamment créé au départ par le fonds de la CIA. Votre passion du Made in France, alors là c'est vous à qui je m'adresse, Anaïs, va-t-elle jusque-là? Ma passion du Made in France est sans limite. Blague à part. Oui, on peut être contre le militaire, etc. Sauf qu'il y a une réalité. Non, pas contre le militaire en façon générale. C'est qu'il y a aujourd'hui des vrais sujets de défense et au moins de sécurité nationale. On ne parle pas forcément d'aller faire la guerre aux quatre coins du monde. Il y a un véritable enjeu à avoir des solutions Made in France ou au moins Made in Europe, notamment sur ces sujets, parce qu'il y a un vrai sujet de souveraineté à travers l'extraterritorialité du droit américain et toutes les normes ITAR dans les composants militaires que les États-Unis imposent. Donc, bien entendu qu'il faut une solution au moins française, voire européenne, sur ces sujets. Donc, on ne peut que le saluer. La deuxième chose, c'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, les technologies militaires, elles ont aussi un usage dans le civil. Il suffit de regarder un certain nombre de composants ou de sujets qu'on retrouve dans tous les smartphones. Il y a des choses qui sont issues de la recherche qui a été effectuée dans le domaine militaire. Donc, on peut que se réjouir de voir des solutions françaises émerger là-dedans, d'autant plus quand ça correspond à une prise de conscience des enjeux de souveraineté qui sont liés à toutes ces questions militaires et toutes ces questions de traitement et de collecte de données. Y compris, après je demanderai son avis à Arnaud, y compris dans les exportations d'armement, chute de plus de 40% en 2020 des exportations d'armement. Alors bon,
on est la France. Alors on est un gros exportateur tout petit par rapport aux États-Unis. Hein. Les chiffres c'est quasiment du x50 ou pas loin. 4,9 milliards d'euros de commandes d'armement en 2020 contre un peu plus de 8 milliards un an plus tôt, nous dit le quotidien. Là aussi, pas d'état d'âme non plus sur l'industrie pour le coup. Alors on vient dans l'industrie, fabrication d'armement. Alors c'est en plus, je pense que les faits s'expliquent, la chute peut-être parce qu'il y a une histoire en 2019, on a dû vendre des Rafales, on n'a pas dû en vendre en 2020, je pense qu'en général... Et on en revend en 2021. Donc, quand on vend des Rafales, c'est un enjeu. C'est comme Airbus avant dans le commerce extérieur, et en fonction du nombre d'Airbus vendus, ça faisait varier le... Je vous dirais qu'on pourrait se passer du militaire si on avait une balance commerciale largement excédentaire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, et c'est l'un de nos points forts industriels, et c'est aussi beaucoup d'emplois. Donc je vous dirais, on se passera du militaire le jour où on sera capable de créer des emplois dans d'autres secteurs industriels et où notre balance commerciale sera largement excédentaire. En attendant, faute de mieux... Et là aussi, vous le disiez, ça bénéficie toujours aux civils derrière dans un second temps. Et ça bénéficie toujours aux civils, et voilà. Vous êtes intéressé par les thématiques du Made in France Alors, par le Made in France, oui. Dans les services, on est moins directement concernés. Vous sachez que c'est... Non, on est concerné parce que nos clients nous demandent très régulièrement si on a bien leurs données hébergées en France, sécurisées, gérées par nos propres salariés. Donc, c'est vraiment une problématique de fond dans le civil. Et c'est le cas, vous leur répondez oui ? Oui, c'est le cas. Vous êtes sûr ? Certains. Vous avez vérifié. Et on ne faisait pas partie d'un data center qui a brûlé. D'accord. Mais c'est une vraie problématique de fond et je pense que c'est important pour la souveraineté, mais aussi pour l'image de marque. Aujourd'hui, ça prouve bien que l'on a les technologies en France, qu'on est capable de soutenir cette innovation qui, pour le coup, va tirer tout le tissu industriel, y compris local, dans les régions. Quand on voit... le big data militaire, c'est aussi ce qui est en train de se passer dans le civil, avec Orange, et la seule exception qui sera faite, c'est l'intégration des outils Microsoft pour la santé dedans. Mais vous avez aussi OVH qui va le lancer. Et finalement, pour le Rafale et l'armement, c'est la même chose. C'était finalement un avion qui était trop en avance sur son temps, donc presque trop technologique. Et aujourd'hui que les autres pays ont rattrapé cette technologie, finalement, les prix s'équilibrent et la France se met à exporter du Rafale. Donc c'est très bien pour nous parce que au final, le F-16 américain et les autres avions arrivent au même prix, sauf qu'il a plus de technologie. Et je sais que pour être bordelais, Dassault prépare aussi le futur avec le futur avion qui remplacera le Rafale. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, ça prouve qu'on a du... Il risque d'être européen. Hein. Ils ont réussi à se mettre d'accord. On est au moins à 4 pays. Voilà. Pour ce qu'il faut aussi envisager dans un futur proche, peut-être, c'est aussi une souveraineté européenne. Je ne crois pas que sur le big data militaire, on ait la puissance de feu au niveau de la France de lutter contre la puissance de frappe américaine au niveau du big data. Donc peut-être envisager de l'européen, mais c'est déjà un bon point qu'on le fasse. Très rapidement, c'est la grosse affaire depuis hier soir. Ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Il a qualifié de dysfonctionnement grave et inacceptable la panne survenue donc chez l'opérateur Orange qui a perturbé les numéros de secours dans une grande partie de la France pendant plusieurs heures hier soir. Quand vous voyez ça, Arnaud, vous vous dites la faute n'a pas de chance, ou vous dites c'est comme les masques, etc. Il y a un an avec le sanitaire, on croyait qu'on était bon, finalement on n'est même pas capable de maintenir des numéros de téléphone. Je pense qu'il faut qu'on le voit précisément quel a été l'incident. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis en termes de réaction à chaud comme ça. Si l'incident a été un incident isolé, il n'y a pas de problématique. Si en revanche l'incident c'est un vieillissement des infrastructures, là c'est problématique, parce qu'on retombe dans le même problème que la SNCF il y a 10 ans. Et là c'est problématique au jour où aujourd'hui on a besoin d'encore plus de connectivité, d'encore plus d'infrastructures numériques. Et donc c'est vraiment important de surveiller que finalement tous les investissements de la 4G, 5G n'aient pas abîmé les vieilles infrastructures et qu'elles n'aient pas été renouvelées. Donc c'est ce qu'il faut surveiller pour que ça ne se renouvelle pas, parce que c'est quand même assez dramatique. Très vite, votre regard sur cette panne, Anaïs ? Je rejoins ce qui a été dit, analysons les causes de la panne avant de sortir de grands discours sur Twitter, en plus, je suppose, comme souvent, et tirons-en les conséquences. Voilà. Mais... C'est ce que fera, on imagine, le président d'Orange, Stéphane Richard, qui a été convoqué au ministère de l'Intérieur ce matin et qui a présenté ses excuses aux Français. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne fin de soirée et à demain.